Eh ben, on va commencer. Donc, je vais d'abord me présenter. Déjà, bienvenue à vous toutes et tous, donc à la deuxième édition du Product in Corp Summit. Donc, moi, je suis Sabrina Besgui, je suis leader Product Management chez OnePun depuis un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'animer cette première table ronde Sport et Product, le coaching au cœur de la performance des équipes. Vous allez vous dire, on est venu pour un événement sur le product, des grandes organisations, et puis là, on nous parle de sport. C'est vrai, c'est une bonne remarque, mais comme vous êtes nombreux, je me dis que vous êtes aussi curieux et que vous voulez savoir pourquoi on va mélanger le sport et le product. Donc déjà, moi, à titre personnel, je pratique, alors là, vous allez partir avec quelque chose que vous allez apprendre, je suis presque sûre. Moi, je pratique pas mal de sport depuis de nombreuses années et je fais pas mal de parallèles entre le sport et mes différents métiers que j'ai pu avoir et notamment le product management. Donc, je pratique un sport de niche qui est pas très connu et c'est ça que vous allez apprendre aujourd'hui. Je fais du hockey subaquatique et je pense qu'on est 2 dans la salle parce que j'ai vu Sophie, ma collègue, qui en fait. Est-ce que quelqu'un connaissait ce sport déjà? Oh, mais c'est fabuleux. Alors là, franchement, je pensais que ça allait faire un flop. Donc depuis de nombreuses années, et j'ai voulu animer cette table ronde, donc bien accompagnée. Je vais vous présenter juste avant, mais déjà à main levée, qui pratique une activité physique régulière. Alors la définition de physique régulière, c'est 1 fois par semaine. Donc vous êtes peut-être plus nombreux. Bon, déjà, c'est bravo. pas mal, en vrai. Vous êtes tous affûtés, ça fait plaisir. Ensuite, qui est licencié dans un club? Déjà, il y en a beaucoup moins. C'est pas mal. Donc, sachez que c'est 1 Français sur 4 qui est affilié à un club. Voilà, pour les petites stats. On a préparé, alors je vais présenter quand même mes speakers. Et puis ensuite... Attends, avant que tu présentes, dis ce que tu as fait, parce que tu es quand même championne du monde, tu es quand même médaillée plusieurs fois en équipe de France, donc ce serait intéressant que tu le dises, parce qu'il n'y a pas que nous. Merci Angel, donc en effet, quelques belles médailles, championne du monde 2023, championne d'Europe, tout récemment une belle médaille au championnat de France, donc ça fait vraiment partie de mon quotidien et de mon équilibre. Merci Angel. Alors du coup, je vais vous présenter. Ensuite, on aura un petit quiz avec des lots à gagner. Donc là, il faudra être super fort. Donc aujourd'hui, je suis accompagnée d'Angel. Angel chez Lala. Angel, c'est notre feel-good leader chez OnePun. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre happiness, chief happiness officer. Il a toujours la banane, hyper positif. Et ex-athlète de haut niveau. Champion de France, plusieurs fois vice-champion de France du 400 mètres. En salle, 400 mètres. Cool. Pour la petite anecdote. Merci. Bon, moi que l'a dit et moi que même qui est juste là. Mais pour la petite anecdote, ça fait plus de 14 ans que je suis chez OnePoint et c'est la boîte à l'époque qui a accepté ce double projet quand j'entrais en équipe de France jeune et après de peaufiner un petit peu ce double projet en athlétisme pour avoir l'emploi du temps assez libre pour pouvoir partir en compète en stage. On l'a dit, on pourra en parler. Et je vais te passer la balle plein de fois. Et l'idée en fait de vous recevoir aussi aujourd'hui, c'est pour faire le lien un peu entre le sport et le parallèle entre le sport de niveau et l'entreprise et sur le product. Et je pense que vous allez être surpris et n'hésitez pas à poser des questions à la fin parce que ça reste intéressant. Ok. Merci Angel. Ensuite, je suis accompagnée d'Elisa Ptak. Alors, je vais pas dire le moyen mémotechnique que tu m'as conseillé pour retenir ton nom, qui est manager data IA chez Decathlon. Tout le monde aime Decathlon. On a mis le gilet. Et pour ce, elle a mis son plus bel atout, son gilet. Decathlon. Je suis entourée également alors j'enchaîne avec Sophie. Donc Sophie Pesanti, qui est Group Product Manager, également chez Decathlon. Alors j'ai pas précisé, vous pouvez applaudir. Chez Decathlon, ils ont une particularité, enfin c'est même un prérequis, c'est que la plupart c'est tous des athlètes, ou en tout cas ils pratiquent tous une activité physique régulière, donc plus d'1 fois par semaine, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc Elisa, elle a fait de nombreuses années de football, un bon niveau, très bon niveau, et Sophie, toi c'est plutôt le vélo que tu pratiques régulièrement. Et on finit par notre star du jour, Ladji Doucouré. On a des fans dans la salle, au 2e rang, pour pas citer. Donc Ladji, ex-athlète de très haut niveau, puisqu'il a été champion du monde, et là ça fera partie du quiz, pour savoir. Je vous le dis pas tout de suite, vous allez tous tricher. Il est coach à l'INSEP. Vous l'avez peut-être vu récemment. Est-ce qu'il y a des fans de la Starac ici?
À main levée. Oh, il y en a. Levez la main plus haut en vrai. Il n'est pas timide. C'était le coach sportif de la Starac sur la saison 2024. Peut-être qu'on le reverra en 2025. Et tu as aussi cofondé ta boîte. Rappelle-moi le nom pour pas que j'écorche. FZR Agency. Donc multicasquette. Bienvenue à toi, Ladji. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Mais attends, il y a aussi Danse avec les stars. Non mais ça veut dire. Et il a travaillé chez Decathlon aussi. Il avait son petit gilet, mais il était au rayon trail, je crois. Il y a longtemps. Ou randonnée. Randonnée. Bon, c'est sûr qu'il ne devait pas donner les meilleurs conseils de sa vie, mais il a réussi quand même à avoir un petit job. On va passer juste à un petit quiz avant de vraiment entrer dans le vif du sujet. On a des petits cadeaux à vous offrir grâce à notre sponsor Decathlon. Est-ce que vous savez en quelle année Ladji Doucouré a été champion du monde? Tic tac, faites semblant, regardez sur votre téléphone, faut que quelqu'un ait une bonne réponse. Oh, c'est terrible. Bon, je vous laisse réfléchir. Merci. Donc on viendra te remettre. Il a regardé sur son téléphone. On lui donne tout de suite. De la marque Iron. Est-ce que vous savez depuis quelle année Decathlon est la marque préférée des Français? C'est bon. Non. Enfin, c'est vrai que ça nous paraissait depuis bien plus longtemps. Hein. Je vais vous souffler la réponse et quelqu'un lève la main vite pour gagner. 2020. Depuis 2020, chaque année, tu l'avais? Bon, on peut dire oui. Hein. Depuis 2020, Decathlon, c'est la marque préférée des Français. Mais c'est sûr, ils sont comme ça. Et est-ce que vous savez quel est l'article le plus vendu par Decathlon? Je suis sûre que vous en avez sur vous. Il y a un indice. Les chaussettes. Oh. Ok, la marque. Quelle couleur? Oh, vous êtes trop chaud, ils sont trop chauds en vrai. Exactement. Tu vois la taille, qui a référé ça? Il y a eu 3 personnes, donc c'est parfait. Du coup, c'est la première. On épuise notre stock. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu l'intro pour un peu placer le contexte. Donc maintenant, on va donner la parole à nos invités. Donc je rappelle la problématique, sport et product, le coaching au cœur de la performance des équipes. Ladji, je vais m'adresser à toi. Bah oui. Bonjour. Donc je pense qu'il est allumé. On peut faire un petit test. Mais normalement, tout est bon. Bonjour. Ladji, pour toi, quelles sont les qualités d'un bon coach? Qualité d'un bon coach, c'est, je sais pas si vous arrivez à faire la différence. Bon, je pousse ça comme ça. La différence entre un entraîneur et un coach. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui donne des directives et qui, selon moi, hein, donne des directives et qui dit, bah, tu dois faire ça, fais et tais-toi. Un coach, c'est quelqu'un qui est entraîneur, mais qui est à la fois manager, qui a la capacité à s'adapter aux athlètes et à l'environnement. Donc, pour être un bon coach, si je veux bien répondre à la question, c'est quelqu'un qui a la capacité de s'adapter à tout ça, qui arrive à moduler, qui arrive à faire projeter les clients, ses athlètes, et c'est quelqu'un qui arrive donc à s'adapter, tout simplement. Un bon coach, c'est quelqu'un qui a les bons mots, qui a la bonne posture, qui a le bon volume, et voilà. Et pour pouvoir faire ça, il faut bien écouter, il faut bien communiquer, il faut bien il faut bien, je me lève un peu, hein. Il faut bien communiquer, c'est-à-dire, il faut savoir écouter et se faire écouter. À partir de ce moment-là, on peut être un bon coach. Je me rassois. Je peux rajouter n'importe quoi, moi, à n'importe quel moment. Ok. Ça me vient, donc du coup, je partage. Pour ceux qui ne savent pas, champion du monde en 2005, mais toi, tu as eu un coach emblématique qui était Roland Longueuve. Oui. Et après ça, tu as eu d'autres coachs? J'ai eu un coach aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, ok. Et une anecdote de différence entre les deux? Après, c'est le mindset qui était différent. Okay. C'est le mindset qui était différent. Mon premier entraîneur était plutôt, donc entraîneur, je le dis bien, c'était quelqu'un qui avait appris à l'école comment donner des exercices à des gamins de 16 jusqu'à 20 ans, 22 ans, ainsi de suite. Et l'entraîneur coach américain, c'est quelqu'un qui était là à beaucoup plus accompagner l'humain avant de regarder la performance. Okay. Et aujourd'hui, j'essaie d'être les deux. Okay. Parce que je suis passé de l'autre côté, maintenant je suis entraîneur. Top. Merci beaucoup. Elisa, peut-être tu veux compléter un peu, selon toi, les qualités d'un bon coach? Ouais, carrément.
plutôt dans le côté D4 pour le coup. Nous, on essaye d'orienter. La vraie différence, c'est orienter que plutôt de diriger vos collaborateurs. Essayer de leur apporter cette énergie qui fasse que tout le monde s'entende bien ensemble, que cette énergie les pousse. Et c'est un peu catalyser cette énergie pour aller vers un objectif commun. Donc, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup chez Decathlon, c'est ce gros team spirit de se dire, OK, on connaît un petit peu les individualités de chacun. C'est hyper important de savoir cerner quelles sont les qualités de chacun pour pouvoir orienter en fait cette énergie collective ensemble. Est-ce que tu peux peut-être, Sophie, ce serait intéressant de le faire vu qu'on a un public qui est très orienté produit, peut-être préciser sur quel type de produit tu interviens chez Decathlon. Oui, alors moi je suis manager data et IA et on va travailler sur des produits digitaux qui sont des applications mobiles. Donc on a Decathlon Coach qui est une appli de coaching, Decathlon Keep Run Running qui est une application de préparation d'entraînement pour des courses à pied. On a Decathlon Outdoor qui est la randonnée. Et après, globalement, on a aussi tout ce qui va être produits connectés, vélos connectés et tout ce qui va être innovation, les paniers de basket connectés, etc. Donc nous, on travaille vraiment autour de ces types de produits digitaux qui sont surtout des apps mobiles ou des web apps. On a Decathlon Travel aussi, qui est plutôt d'une web app. Et peut-être Sophie également. Nous, on n'est pas dans la même équipe avec Elisa, mais moi je travaille pour l'équipe United. Donc c'est une équipe qui est en charge de tous les services qui vont être déployés pas que en France, mais vraiment à l'international. Donc c'est des services qui vont être utilisés par les applications mobiles, mais pas aussi le site internet, les outils internes, les liens qu'on a avec les partenaires externes comme Strava, Polar. Donc voilà, beaucoup de problématiques de passage à l'échelle et de choses comme ça. Vous avez compris, si vous avez un problème de vélo ou autre, vous n'allez pas les voir elles vont pas pouvoir vous aider. Donc tout à l'heure, Ladji, tu as parlé de communication, de confiance, de bien se dire les choses pour bien coacher. Comment t'installes un cadre de confiance justement propice à la performance des athlètes que tu coaches? Ou même des chanteurs que tu as accompagnés à la Starac. Après, ouais, tout est tourné. Franchement, je mets 80% du travail sur de la communication, sur de l'échange, sur c'est bête, hein, aller boire un verre, aller manger, parler avant la séance, parler pendant la séance, et faire en sorte après la séance surtout, même le soir jusqu'à minuit, discuter, lui dire t'inquiète pas, la séance ça s'est bien passé, demain il va falloir faire ci, faire ça, faire un échange, donner un échange pour que la personne se sente libre de dire, par exemple, je ne comprends pas l'exercice ou je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire, quel est le but de tel exercice ou l'objectif de cette partie de saison. Si on n'ouvre pas cette porte-là, on peut vite se retrouver à patauger, en fait, à avancer dans quelque chose qui n'est pas agréable. Alors que, voilà, on fait du sprint, mais l'idée, c'est que on aille vite, mais pour aller vite, il faut savoir où on veut aller. Si l'athlète ou l'artiste, ou comme les élèves de la Starac, n'ont pas compris pourquoi je leur donnais telle séance, donc ils avaient 45 minutes de séance, l'objectif même de la séance, c'est difficile de s'approprier l'exercice. À partir du moment où on n'arrive pas à s'approprier l'exercice, sans objectif, c'est compliqué. Et c'est après, comme on dit, c'est une tanasse, et ouais, on est là, on n'aime pas ce qu'on fait. Et l'idée, c'est ils arrivent à se projeter, qu'ils arrivent à adorer ce qu'ils font, et du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sportifs. Quand on fait un exercice et qu'on comprend l'exercice, c'est beaucoup plus facile. On est d'accord? Soyez pas timide, vous pouvez dire oui. On est d'accord. Ouais. L'idée, c'est ça, c'est d'accompagner les artistes, les athlètes, ainsi de suite. Et pour ça, il faut créer quelque chose de confiant, une confiance au niveau de la communication. Et à partir de là, après, on peut aller soulever des montagnes. Est-ce que tu as un exemple très concret d'une situation, que ce soit au niveau athlète, soit au niveau Starac, soit autre? Une petite anecdote croustillante là que tu peux nous raconter. La personne est connue, c'est encore mieux. On aura un petit gossip en sortant. Je sais pas. Vous avez suivi un peu discrètement. Hein. Oh, vous êtes team Ebony ou team Marine? Marine, d'accord. Mais du coup, je faisais la même chose pour tous les élèves. Il y en avait 15. L'idée, en fait, c'était de faire en sorte qu'ils comprennent pourquoi l'utilité du sport. Parce que le matin, moi, je les avais, donc c'était un faux direct. Hein. C'était pas à 9h, c'était 40 minutes avant. Donc le matin, il fallait qu'ils soient motivés pour pouvoir
venir faire le sport et ainsi de suite. Et moi, je leur disais, l'idée, c'est que vous commenciez bien votre journée par le sport. Il faut pas que ça devienne une corvée. Moi, je viendrai pas vous chercher dans vos chambres, ça c'est sûr et certain. Je veux que vous vous appropriez vos plannings. Et pour cela, j'en ai commencé à discuter, et ainsi de suite. Mais anecdote, c'est aujourd'hui, ils sont en tournée. Donc ça fait plus de 3 mois et demi. Ils me réclament. Il a dit, je ne tiens pas, je suis fatigué, tu nous avais prévenu. Non. Et c'est de faire en sorte que leur routine sportive les aide à pouvoir tenir leur tournée. Aujourd'hui, ils sont fatigués. Je les ai vus donc vendredi dernier à Bercy. Ils ont fait le 2e. Et je trouvais ça marrant de les voir venir me voir et me sauter dessus et dire, ah, tu avais raison. Tu reviens quand? Marguerite qui va faire une tournée qui me dit je t'embauche s'il te plaît. Alors qu'il y a quelques mois c'était burpees. Vous êtes au courant, vous allez faire des burpees? Non, je rigole. Ah ouais, la place. Voilà. Anecdote, en vrai, il y en a plein, mais moi j'ai trouvé ça sympa de leur part de venir me voir, d'être super content de voir le prof de sport et qui viennent me dire ah, t'avais raison, je fais la routine, je te jure, je m'échauffe, je fais tout ce que tu nous as dit de faire, mais c'est dur, mais c'est vrai qu'après ma séance je me sens vraiment bien et puis mentalement et physiquement je me sens mieux et c'est une espèce de victoire, mais voilà, bon, une petite anecdote. Ils comprennent le sens, mais après quoi? C'est souvent comme ça, souvent après, mais l'idée c'est qu'ils comprennent et qu'ils l'intègrent. Ouais. On va reparler un peu routine dans les questions à venir. C'est quelque chose qui est revenu souvent. Peut-être Sophie, tu veux un peu compléter justement cette partie cadre de confiance propice à la performance. Pour revenir sur ce que Ladji disait sur on va boire des coups. En fait, il y a cet aspect chez Decat qui on a un schéma managérial très ritualisé, dans le sens où on a énormément de points à la semaine, au mois, au trimestre avec les équipes, mais notamment en construction de relations individuelles. Donc un manager avec son manager va passer du temps pour se connaître d'un point de vue perso et pro. Vraiment, il y a cet aspect, on va se faire grandir et on va coacher la personne dans sa performance, mais aussi dans l'évolution de ses compétences interpersonnelles en fait. Donc pour ça, ça passe par des moments informels, par des déj, par du sport ensemble, par des moments où on arrête un peu de parler travail et on lui demande aussi comment ça va. Mais on fait pas juste oui ça va et on passe à autre chose. C'est comment ça va vraiment. Et il y a cette posture c'est une intention. Il faut pas juste écouter avec une oreille, c'est écouter avec les 2 oreilles, être activement écouté et aussi se dire en tant que leader, on peut montrer l'exemple, on doit montrer l'exemple, mais parfois on sait pas et c'est ok de pas savoir et de dire moi je sais pas, toi sûrement tu vas pas savoir non plus, mais on avance en fait, on se plante, on progresse, on continue d'avancer, on apprend ensemble et voilà, la confiance elle se fait avec de l'écoute, la disponibilité et de la reconnaissance. Peut-être que Elisa, tu as quelque chose à dire sur les victoires. Petit. Il y a beaucoup cette notion de prendre soin, care de ta personne et de la personne que tu manages ou que tu coaches. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un que tu vas mettre dans de bonnes conditions. Tu vas comprendre la façon dont il va fonctionner si on est vraiment purement product. Et donc, tu vas l'aider à élaborer aussi sa performance et où est-ce qu'il va être le meilleur et comment. Et il saura qu'il peut tomber et que toi, tu seras là pour pouvoir l'aider aussi et rebondir un petit peu. Et c'est hyper important, cette notion on prend soin aussi d'un humain. Et puis, on n'est pas juste là que dans la perf, quoi. Angel, tu veux... Oh non, pour l'instant, je vous laisse. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. On a parlé des feedbacks tout à l'heure. Ladji, tu disais, faut faire des feedbacks avant, pendant, après. La question qu'on se posait, mais d'un point de vue sport, mais aussi product, c'est finalement, c'est quoi la bonne fréquence pour donner du feedback aux équipes, aux athlètes, aux product managers, aux PO, tout le temps. Toi, c'est tout le temps. Tout le temps, avant, pendant, après. À partir du moment où tu as créé ce lien de complicité, il faut que, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, que l'athlète ou l'artiste arrive à me donner son ressenti sur le moment. Parce que moi, je peux avoir une vision, je peux avoir un retour de ce qu'il donne visuellement par rapport à son attitude physique.
et je peux tout de suite aller me projeter sur un autre exercice. Par contre, ça se trouve, la personne en face, elle a pas compris, elle l'a fait, mais elle est carbo, elle comprend pas, et je ne peux pas avancer avec elle si je ne suis pas connecté. Du coup, c'est vrai que je force un peu beaucoup des fois. Je demande beaucoup. Alors, comment tu te sens? T'es comme ci, t'es comme ça. Est-ce que tu as senti la vitesse arriver? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça brûle sur tes cuisses? Ainsi de suite. Si jamais je ne suis pas là-dedans, je ne peux pas modifier et m'adapter. Et comme je le disais au début, un vrai coach, c'est quelqu'un qui a la capacité d'adaptation. C'est ce qu'on fait. Hein. Il faut s'adapter vite. Il faut toujours avoir un pied ou deux pieds d'avant. Alors, one step, bref, en anglais. Hein. Et je me lève en plus. Hein. Et pour cela, il faut que on arrive à sentir. Et à un moment, il faut aussi le mettre dans la confiance. Mm-hmm. Tu peux me dire, j'ai rien capté, je suis carbo, je veux pas bien. Ok, on réduit. On réduit, récupère. J'ai envie que tu sentes l'exercice comme ci, comme ça, et ainsi de suite, et on avance. On peut reculer un peu, mais l'idée, c'est qu'on communique. On est une équipe. Si tu vas prendre le mur, je vais prendre le mur avec toi. Faut pas avoir peur de prendre le mur. Mais l'idée, c'est qu'on avance ensemble. Et du coup, non, c'est toi. Il y a un côté considération, comme tu dis. En fait, s'il va te sentir considéré dans le projet, il va venir avec toi, il va se démener, et puis il va pouvoir aussi se lâcher quand il le faut. Ce que je fais quand on est sur de la chefferie de projet ou potentiellement dans le product, c'est de se dire, OK, on fait le truc bien cartésien, on va chercher les objectifs, on a les différents steps, on a nos 3 prochains sprints, qu'est-ce qu'on fait? Je préfère lui demander d'abord comment le collaborateur se sent, à quel point il en a confiance, mais pas le rôti de fin de rituel pour juste avoir la température de toute la salle, mais vraiment individuellement. Toi, comment tu te sens? Est-ce que je peux t'aider sur quelque chose où t'as pas compris? Et je prends chaque individu à part pour pouvoir être sûr qu'on aille au bon endroit finalement. Et c'est ça, c'est la considération, parce que du coup, il va se sentir considéré, le collaborateur, et puis il va vouloir aller plus loin, peut-être chercher plus loin, ou il avait peut-être une idée qu'il n'a pas osé dire en public et qui va pouvoir apporter en fait au projet. Et c'est hyper important en fait. Et pendant nos échanges de préparation, tu disais que ça faisait au-delà de la partie product, ça faisait vraiment partie de l'ADN de Decathlon, de régulièrement faire des enquêtes auprès des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Qu'est-ce qui est mis en place par Decathlon aujourd'hui pour s'assurer que les collaborateurs se sentent bien et que ça reste la marque préférée des Français? Et je me rappelle quand je suis arrivée chez Decathlon, on avait un site dédié au feedback. feedback.decathlon.fr, quelque chose comme ça. Aussi long. Et du coup, normalement, on était censé passer par cette interface pour demander du feedback, etc. Ce qui est compliqué parce que les gens ne prennent pas le temps de le faire. Aujourd'hui, on a plusieurs instances, plusieurs questionnaires. Donc, on a ce qu'on appelle le Decathlon Teammate Barometer. C'est on va dire, une jauge de confiance pour tous les collaborateurs auxquels ils répondent à la mi-année et fin d'année. Et en fait, c'est vraiment sur le ressenti, sur est-ce qu'ils ont compris la vision et la stratégie globale de Decathlon? Est-ce qu'ils ont compris la vision et la stratégie de leur équipe? Et en fait, tout est redescendu au manager des équipes, c'est anonyme, et ça permet aussi de fluidifier en fait, je me sens pas compris, en fait, je comprends pas du tout la direction de Decathlon aujourd'hui, qui ont des nouvelles couleurs et qui ont des magasins où on fait tout le tour. Et ça permet aussi de remonter tout ce dont on a besoin pour pouvoir construire le global. Et du coup, c'est une culture hyper importante. On a les entretiens individuels, comme le disait Sophie. On essaye d'aller chercher le plus de feedback possible pour être sûr qu'on soit ensemble. Merci. Là, de plus en plus dans les entreprises, on parle de gestion des émotions. On essaie de prendre ça en compte de plus en plus. Il y a énormément de choses qui sont mises en place. Chez OnePoint, récemment, on a eu MocaCare qui permet de se faire accompagner par des psychologues ou etc. pour que on prenne l'individu dans son ensemble. Petite question sur justement cette gestion de l'intelligence émotionnelle. Comment, selon toi, Sophie, cette gestion des émotions, de l'intelligence émotionnelle contribue à la performance des équipes? Et n'hésitez pas à compléter avec des exemples très très concrets, que ce soit sur le product, le coaching. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? L'intelligence émotionnelle, c'est déjà la capacité à identifier et à comprendre ses propres émotions, ce qui prend un petit peu de travail. Et c'est aussi celle à identifier et comprendre celle des autres. Et en fait, à partir du moment où tu as un leader qui performe, disons, est bon d'un point de vue gestion des émotions, il va pouvoir emmener ses équipes, il va pouvoir avoir des conversations honnêtes et authentiques pour se dire, il va falloir que peut-être je dise un truc
gênant ou un petit peu plus candide que d'habitude, mais dans le souci d'amélioration de l'individu et de l'équipe, voilà, faut que je continue à être transparent. On le voit quand on a des émotions, souvent ça circule. On sent l'énergie, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. En fait, faut être attentif à ça parce que surtout dans le produit, quand on a des deadlines qui sont assez courtes, qu'on a des équipes qui travaillent sur des calendriers différents, il faut tous se coordonner. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir, un petit peu, ça chauffe. Et en fait, nous, on encourage vraiment les leaders et leurs équipes à rester calmes. Parce que en général, c'est pas en pétant des câbles et en insultant son prochain que on arrive à quoi que ce soit. Bon, on évite, mais Pas de coup de boule sur un terrain. non, il y a parfois. Mais après, l'intelligence émotionnelle, ça passe aussi dans accepter qu'on peut pas toujours être positif, on peut pas toujours être parfait. En fait, c'est ok si tu as envie de péter un câble, bah vas-y, considère le contexte en fait. Considère le contexte, les parties prenantes autour, et sois toi, mais sache que voilà, les énergies se diffusent et je pense qu'il faut faire attention parce que parfois moi j'ai vu dans des équipes où il y a quelqu'un qui arrive le matin avec une face de 3 mètres de long, clairement pas content d'être là. Et en fait, c'est ok de pas avoir le smile tous les jours, mais soit tu le dis à tes collègues, t'expliques un petit peu, soit chacun trouve ses méthodes, mais en équipe on reste. Non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Not today. Ouais. Et du coup, comment on gère ces moments un peu donc là on a parlé d'intelligence émotionnelle, il y a aussi des gros moments de rush qu'on peut avoir au moment de délivrer des nouveaux produits, au moment de préparer une compétition importante, un concert, etc. Moi ça m'intéresse un peu de savoir comment vous accompagnez vos équipes, vos athlètes, vos chanteurs, qui vous voulez, à gérer la pression que génère un livrable qu'on doit impérativement rendre où tout le monde est méga tendu. Donc c'est quoi les bonnes pratiques? Peut-être Ladji, toi t'as en tout cas quand tu coaches, comment tu t'arrives à les calmer? Là par exemple vendredi il y a le meeting de Paris, tu vas y aller en tant que coach, t'auras Demain, oui. Demain stade Charletti. Donc t'auras des athlètes que tu vas coacher. Comment tu vas les aider à accompagner ce petit stress ou gros qu'ils vont avoir avant de courir, ou comment tu l'as fait par le passé? On m'entend? Ouais, ça va. Ouais. Bah après, moi, je pars du principe que il faut mettre un climat de confiance. Quand on est en confiance, on se sent bien, on s'approprie un peu les lieux. J'ai pour habitude, parce que quand j'étais athlète, je le faisais. J'ai trouvé que c'était intéressant de le faire, de garder cette routine-là. C'est de créer une routine. Donc à chaque fois que je vais dans un stade, on vient au stade un peu avant, on regarde un peu le décor, on fait des waouh, c'est grand, c'est génial. Ah oui, on va faire la conférence ici. D'accord, donc on va être assis là, en face de nous, il va y avoir du monde en folie. Faites style, hein. Ok, le micro il va être là, on va être assis comme ci, on va passer là, et après on peut se projeter sur la compétition. La compétition, on va dire aujourd'hui, c'est la discussion qu'on a entre nous là. Mais l'idée c'est de créer cette confiance, cette routine, et à partir du moment où les éléments extérieurs, donc la vision, je fais beaucoup de visualisation, hein. La vision elle est centrée sur ce qu'on doit dire. Tous les éléments extérieurs ne peuvent pas nous perturber. Ça peut marcher en haut, ça peut servir un petit café, un petit truc ici. On est focus parce que ça y est, on est dedans. On est rentré dans cette espèce de bulle de confiance. Pour les concerts, c'est la même chose. Ils viennent un peu avant, ils font les balances, ils regardent la scène, ils crient c'est le Zénith de Lille, c'est Bercy, ok d'accord, ça y est, t'es chez toi maintenant, tu peux te projeter. Et en compétition, j'ai pour habitude de faire ça avec mes athlètes. Créer une bulle de confiance, là où tu peux commencer à déstresser. T'approprier l'endroit. Ok, je vais m'échauffer là. On va courir comme ça.
le vent il est comme ça. Oh, ici il va y avoir mon adversaire. Ici il va y avoir tel adversaire. Oh, lui il va vite, lui il parle trop. Ouais, il y a tout ça. C'est vrai. Mais je vais faire toujours la même chose. Ma routine, la routine que j'ai créée à l'entraînement, c'est-à-dire du point A au point B, je vais courir. Il y a 10 haies, c'est de la même manière. C'est toujours la même chose, sauf que c'est le facteur stress qui va faire que la performance va être bien ou pas. Mais l'idée, c'est de pas faire en sorte que, comment on dit ça, que Moi, je pourrais bon. Vas-y. pas faire en sorte que Ils vont trouver, on va leur faire un t-shirt. faire en sorte qu'il y a la malchance. Non, tout est cadré, tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il y a une charge mentale qui est enlevée parce que pour vous mettre en contexte, quand vous allez dans un stade, c'est 25, 30, 40. Au stade de France, c'est 90 000 personnes. Mais quand vous allez avant, vous savez que la chambre d'appel, c'est avant de rentrer dans le stade. C'est un peu comme l'arène un peu des gladiateurs. Quand vous arrivez là et vous sachez que vous avez enlevé cette charge mentale-là, le reste, c'est de la répétition. En anglais, on dit souvent repetition leads to perfection. On n'atteint pas peut-être la perfection, mais c'est un automatisme. Donc, quand il y a la conférence de presse, après, je vais prendre mon sac qui est là, le bus, il va m'attendre, je vais à l'hôtel, je reviens, ça fait près 15 minutes. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on fait full confiance au coach. C'est pour ça que n'importe qui avait des coachs. Roger Federer, Michael Jordan, Nadal, ils ont tous des coachs. Pourtant, ils sont incroyables, hein, mais ils ont besoin d'un coach pour cadrer ce truc-là, pour l'enlever. Et après, c'est juste une grâce. Après, il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à. Il y a une phrase que on m'a dit récemment et où je m'y retrouve pas mal, c'est plus t'es préparé, moins tu stresses. Un speech, n'importe quoi. Si t'as préparé ton speech, tu vas beaucoup moins stresser. Je dis pas qu'il y aura pas le petit il y a du monde. C'est ce que j'ai fait il y a 30 minutes. On est très détendu aujourd'hui, on l'a très bien préparé. On a très bien préparé. Mais préparer, c'est ne pas stresser, c'est ne pas mettre de pression aussi sur vos équipes. On anticipe en fait les pics qui peuvent arriver et puis on se donne les rôles clés. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dois faire. OK, toi aussi et en fait la pression redescend toute seule parce que on a préparé, on sait comment on y va et on y va ensemble. Et Elisa, tu parlais des warm-up d'équipe. C'est quoi concrètement? Parce que là, on a très bien visualisé, mais quand on fait du produit ou de la data, on a notre PC devant nous, quoi. Donc on n'est pas dans un stade où on va checker les pistes. Centimètres en haie. Avec le PC. Non, warm-up d'équipe, je pense qu'on a chacun un peu son petit truc. Sophie, t'en as pas? Des rituels. On prend. On y va, quoi. Le matin, en fait, on essaye de. Chaque équipe va avoir ses stand-up, mais. Sur droite. On se tape, on prend un petit café et hop là. mais oui, après, l'idée, en fait, c'est toujours de partager ce qu'on a dans la tête. Donc peut-être, je repars sur ce que je disais tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui est mal, est-ce que le collectif peut l'aider, en fait? On se pose toujours cette question de est-ce qu'on peut tirer de la force dans l'équipe pour essayer que ça se passe bien dans tous les cas, qu'importe le contexte. Moi, je vais rebondir sur ça parce que depuis tout à l'heure, on parle de Decathlon et tout, mais aussi vous êtes chez OnePoint. Bon, bienvenue déjà. Et tout ce que vous voyez ici, en fait, j'en parle souvent, j'aime bien bosser avec eux, c'est l'équipe OnePoint Live qui a organisé tout ça avec, bien sûr, l'équipe derrière, mais c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que on a fait il y a pas longtemps, peut-être que vous avez suivi sur les réseaux le Revolution Summit qui était au Palais de Tokyo, on délocalisait, mais c'était les mêmes équipes de OnePoint. Donc tout ce que vous avez ici, c'est des gens qui ont l'habitude de bosser ensemble, ils ont l'habitude de répéter. Donc quand on dit l'humain au centre, c'était un peu plus haut dans mes notes, c'est vraiment ce qu'on incarne ici. On a 3 valeurs statutaires ici, associés, leader et partenaire, mais les gens sont assez transverses. Donc ici, moi je suis pas dans la même communauté que Sabrina, mais on travaille ensemble. Si j'ai besoin d'un mec qui a la tech, mais qui a une appétence dans le design, qui va venir, qui peut nous aider, il peut le faire. Et c'est cette transversalité-là qui fait l'événement d'aujourd'hui. Donc quand on parle du travail d'équipe, de l'équipe au centre, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est les différents étages, c'est ce lieu un peu unique, cette âme un peu que vous ressentez chaleureuse qui est chez vous. Donc ça c'est important. Peut-être juste pour compléter, ça me fait penser à un truc qu'on essaye de mettre en place, mais ça prend du temps parce qu'on est beaucoup, mais il n'y a pas le warm-up, je vais prendre le warm-up comme si on onboardait une nouvelle personne dans notre équipe. Et en fait, pour que l'onboarding il se passe bien, on a une carte, comme une carte membre, Sophie working with me. Et l'idée, c'est de lister
comment je travaille au mieux et comment j'aimerais collaborer au mieux avec les autres. En fait, je liste mes habitudes, je liste ce qui me plaît, ce qui me plaît pas dans les manières de collaborer. Et en fait, si chaque collab a cette petite fiche, ça permet à tous les nouveaux de se dire bah OK, Angel, je sais que entre 9h et 10h, faut pas trop le déranger parce qu'il a encore pas pris son café. Elisa, c'est mieux de l'appeler parce qu'elle préfère discuter au téléphone que par Slack. Donc en fait, c'est des choses qui paraissent détaillé que ça. anodines, Okay. mais carrément, on va dans le détail. Et en fait, si tu veux partager des choses personnelles, j'ai des enfants ou je suis soignant d'un parent malade ou qu'importe, en fait, juste tu donnes le contexte que tu veux partager aux nouveaux qui rejoignent ton équipe. Et en fait, ça donne un niveau d'information qui va être commun et qui va faciliter les interactions. Et ça, je trouve ça assez cool. Moi, j'aime bien rebondir sur ça parce que. Non, vas-y. Non, j'allais dire timekeeper. Timekeeper. J'allais mettre en avant one point. Je te laisse, Vas-y, je te laisse timekeeper. dire ton point. Je reviendrai après. Non, tu me regardes avant, tu vois, comme ça, je te donne l'autorisation. Non, parce que Angel, il est très bavard, donc si je l'arrête pas par moment, on peut durer. Depuis tout à l'heure, je parle 2 pas, heures, c'est vous cette qui parlez table depuis tout ronde. à l'heure. Moi, je suis là, j'écoute. Là, on a parlé de choses assez standards, mais qui en fait reviennent aussi bien sur le product management data IA que le sport. On a parlé de confiance, de communication, de routine, de visualisation, de préparation. Donc en fait, c'est vraiment des choses qui sont communes. Et ça, c'est tout ce qu'on veut mettre en place pour réussir. Et des fois, ça nous arrive de pas réussir malgré toutes les bonnes choses qu'on peut mettre en place. Et comment, du coup, on rebondit après un échec. Elle a pris le micro. Elle a pris le micro. Et à titre d'exemple, pour l'ADJ, je pense qu'on a tous vu les Jeux Olympiques de Paris. On attendait tous des médailles de la Fédération française d'athlétisme. On a beaucoup parlé. On considérait, enfin je dis le public français considérait qu'une 5e place pour un athlète, c'était pas une performance, alors qu'en fait c'était une performance. Il avait fait son record personnel, etc. Donc déjà, ce qui est un échec pour certains ne l'est pas pour d'autres. Du coup, qu'est-ce qu'on considère comme étant un échec et surtout comment on rebondit derrière ça. Moi, je vous êtes trompé. Moi, je travaille chez Decathlon. Non, après, voilà, moi, en tout cas, vous avez bien compris, j'essaie de parler au max avec les athlètes, de les protéger, de faire en sorte qu'ils soient toujours connectés avec la réalité. Et dis donc, t'as fait quoi, là? Non, pardon. Je suis tellement détendu, pardon. De faire en sorte qu'ils soient toujours connectés avec la réalité. Et la réalité, c'est toujours pour moi, c'est toujours leur redonner les règles du jeu. Il y aura toujours un qui va gagner. Il y en aura ou ex aequo, c'est très rare. Il y aura un deuxième, un troisième. Il y a un classement. On fait un sport chronométrique. Il y a un point A, il faut aller jusqu'au point B. Il faut pas toucher la barrière. Il y a des tours à passer. Il y a des règles du jeu. Et dans ces règles du jeu, si toi, tu as fait le maximum que tu peux, donc là, tu te ressens sur toi, tu vas être content. Donc, tu vas faire un chrono. Ce chrono va t'amener à être classé. Ce classement, tu vas devoir l'accepter. Si tu n'es pas connecté avec ça, c'est compliqué de faire la compétition. Tu ne peux pas toujours gagner. Mais si tu veux te donner les moyens de gagner, avec les datas qu'on a aujourd'hui, on sait qu'il faut être performant comme ça, chronométriquement, donc faire ce genre de chrono. Mais ce genre de chrono ne va pas te garantir la victoire. Et je le répète tout le temps. Il faut se projeter comme ça. Si tu veux faire champion olympique, il va falloir courir moins de 13,90, exemple. Donc j'entraîne Sacha Zoya, qui était vu comme le futur, qui est toujours vu comme le futur, ainsi de suite. Il est arrivé, il était 6e mondial en 2023 et on termine 11e. Je me mets dedans parce que je suis dans l'équipe. Et l'idée, c'était voilà. Donc si tu veux faire champion olympique, parce que l'objectif, tout le monde veut gagner. Certains le disent plus que d'autres, mais si tu veux gagner, il va falloir courir moins de 12,90. Pour faire moins de 12,90, il va falloir s'entraîner comme ci, comme ça. Il va falloir passer les tours comme ci, comme ça. Plus tu vas te rapprocher de ça, plus tu vas te donner des chances. Mais ce n'est pas garanti. Attention, si tu ne fais pas ça,
tu risques de tomber, tu risques de te faire mal et d'être déclassé ou moins bien classé. Donc à chaque fois, j'essaie de relancer, comme je l'ai bien dit, ces règles du jeu. Et c'est beaucoup plus facile après de faire des feedbacks et de se reprojeter. Après les jeux, donc voilà, il est sorti en demi-finale, désillusion, pleurs, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut rebondir. Qu'est-ce qu'on fait? On reste par terre ou on se relance? Il fallait trouver des tips pour pouvoir se relever et repartir. Et la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Des fois, on est focus pendant des années sur un objectif. Quand on est concentré, on est concentré et on fait pas attention à ce qui se passe à côté. Mais attention, dans les règles du jeu, il se peut que tu n'obtiennes pas tes objectifs. Mais il va falloir tout de suite se reprojeter. Même s'il faut pas penser à l'échec, encore une fois, ça fait partie des règles du jeu. On veut toujours gagner, on regarde toujours le gagnant, mais la vie, elle est comme ça. C'est comme un 110 mètres haies. Chaque barrière, c'est même plus qu'un 110 mètres haies. Chaque barrière ne sont pas infranchissables, mais elles peuvent être plus hautes que d'autres. Des fois, tu te sens bien, c'est un petit truc. Des fois, c'est très haut, et là, tu regardes, tu dis, OK, mais il va falloir que je passe. Donc, comment je vais m'adapter pour pouvoir passer cette barrière? Et ainsi de suite. Et tu te projettes. Donc, moi, j'essaie de faire en sorte qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord pour l'entraînement, qu'ils soient au courant des règles du jeu. Moi, je leur vends pas de rêve. Même si des fois, il faut y aller. Hein. Vas-y. Angel, tu voulais compléter? Non, c'était cool. On était tous en train de courir le 110 mètres. Là, je sais pas Non, vous, mais moi, j'étais là. Celle-là, elle était facile. Celle-là, elle était un peu. Les t-shirts, hein, on va faire des burpees. Avec les talons, c'est encore. On va faire des burpees après. Non, faut que je mette en contexte que vous entraînez pendant des mois pour courir peut-être 3 fois 13 secondes. C'est ça, pour mettre en contexte. Moi, j'ai vu 400 mètres, donc 45 secondes, c'est rien. Vous entraînez pendant des mois. Il faut juste ça mettre en contexte, comment faire confiance et prendre du recul et accepter, tout simplement. On arrive bientôt à la fin de la table ronde. On va essayer de respecter le timing. Donc là, on s'est dit pas mal de messages qui paraissent peut-être un peu éloignés en tant que tel du product, mais la problématique, c'est vraiment le coaching au cœur de la performance. On a parlé plusieurs éléments. Du coup, Sophie, quelle pratique du sport on pourrait inspirer les équipes produits? Je pense que c'est à toi. J'étais en train de me remettre dans ce que Ladji disait sur la visualisation. On a plein d'objectifs, mais souvent dans le produit, on en a trop. Et les équipes, elles sont potentiellement, elles se perdent. Il y a les objectifs produits, les objectifs data, les objectifs design. On essaye d'uniformiser au maximum pour avoir des objectifs stratégiques qui sont clairs, pour avoir un sens derrière chaque objectif. Mais parfois, c'est pas toujours simple en fait. Donc, moi, je pense que le produit peut s'inspirer du sport, peut-être pour avoir plus d'attention et être plus focalisé sur quelques objectifs clés, et que nous, en tant que leader, on arrive à ne pas avoir trop d'objectifs et à ce que les équipes elles passent leur énergie sur des choses clés plutôt qu'elles diluent leur énergie sur beaucoup de choses. Je pense que ça reste important. C'est très théorique, on le sait, mais à mettre en pratique, c'est super difficile parce que il y a toujours des problématiques politiques, il y a toujours des problématiques d'alignement de seniors, parties prenantes seniors, et en fait, c'est les équipes qui payent au final. Donc c'est toujours, moi j'essaye avec les leaders chez Decathlon, on s'aligne au maximum pour qu'on réduise le nombre de choses sur lesquelles les équipes sont demandées de travailler, parce qu'après elles ont le cerveau qui explose et en général c'est pas un bon indicateur pour qu'elles puissent performer dans les meilleures conditions. Et inversement, et ce sera notre dernière question, du coup, que peut apprendre le sport du produit? Allez. Parce que là, Ladji va rentrer à l'INSEP et il va se dire, j'ai fait une conférence et franchement, le product management, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Tu connais le test and learn? J'ai parlé de test and learn. Vas-y, c'est cadeau. Un peu la construction, vous le faites déjà. Pourquoi tu te fous de moi? En fait, c'est ton gilet, je pense. C'est mon gilet. Et je te le donnerai à la fin. Tu es fan, je sais. Le côté itération courte, on est souvent sur des
plus grande période en sport et donc on se projette sur l'objectif final, potentiellement le test and learn, la construction et justement ces itérations-là qui permettraient d'être peut-être plus singulier sur des petits objectifs avant de se dire demain je cours le meeting de Paris. Mais entre-temps, j'ai accompli le 110 mètres haies à Chauny et j'ai fait le temps que je voulais, etc., etc. Mais vous le faites peut-être déjà en athlétisme, mais on le fait pas dans tous les sports. Oui. Voilà. Donc il y a quand même toute la partie, en effet, test and learn, itération, co-construction, c'est des choses qu'on pratique déjà dans le cadre du product management. On arrive à la fin de notre table ronde. Je vais voir si la zapette fonctionne. Voilà. On vous propose juste des enseignements clés. Bon, on se poussera pour que vous les voyez. L'idée c'est pas de relire. Non, mais restez là. C'est pas de relire, mais c'est plutôt le mot de la fin. Peut-être Angel, si on doit répondre à cette problématique donc de coaching au cœur de la performance des équipes, s'il y a un message clé que tu veux que les personnes ici présentes retiennent, ce serait lequel? Moi, c'est très simple. C'est comme une devise qu'on a chez OnePoint, c'est l'humain au centre, tout simplement. Toujours. Parfait. Aussi simple. Elisa? Manager comme coach, vous avez un impact hyper important sur vos collaborateurs. Le négligez pas, laissez pas rentrer en compte votre ego. Vous construisez des humains avant tout. Ça rebondit ce que j'ai dit, j'aime bien. L'a dit, le coaching au cœur de la performance, qu'est-ce qu'on doit retenir? Beaucoup de choses. Non, après moi, j'avais une phrase qui était très enfouie dans mon cerveau, c'est essayer, oser. En fait, on a souvent peur de pas essayer, de ne pas oser parce qu'on a peur de l'échec. Mais qu'est-ce que l'échec? Vous avez 4 heures. Non. C'est parti. En plus, on est en période de bac. Non, je dis tout simplement que, en fait, ma phrase, c'était l'échec n'est pas une fatalité. Par contre, ne pas se relever peut l'être. Donc, à chaque moment, on peut tomber, on peut taper une haie, on peut échouer, on lance un projet, ça marche pas. On repart. L'échec, c'est de s'arrêter et de pas se relever. On a le droit de tomber. Donc, en gros, l'échec, tomber et ne pas réussir, ça veut pas dire que c'est pas bon. C'est pas, ça se trouve, le chemin n'est pas bon, mais l'échec, vrai échec, c'est ne pas se relever. Ça, c'est fatal. Pardon, je sais pas si vous avez compris, mais. Moi, j'ai compris, moi. Vous me demanderez tout à l'heure. Et toi, Sophie? Ton message clé? Peut-être que le coach et la posture de coaching, c'est pas une fin en soi et on apprend toute la vie en fait. On n'est vraiment jamais expert en coaching. On pratique, on apprend, on itère, on ajuste. Et cette posture, elle est intentionnelle. Il faut vouloir et continuer un petit peu d'être dans l'attention dans cette création de relations. Voilà. Eh ben, merci beaucoup aux 4 intervenants. Vous pouvez les applaudir. On va avoir une petite séance de dédicace pour ceux qui veulent avec Ladji ou même nous tous si vous nous aimez tant sur la petite table avec des petites photos dédicacées. Peut-être qu'on peut prendre 1 ou 2 questions si vous avez des questions. Ils sont timides. Ouais. Alors on va faire passer. Posez des questions graves. Ça arrive de derrière. Là faut accélérer, atteler. Merci. Vous avez parlé de cas où, notamment plutôt sur la partie sportive, en fait, le rôle d'un coach, quand on n'arrive pas à atteindre l'objectif. Donc, je passe 3e, 4e, etc. Mais il y a un autre événement, en fait, qui est important et on pourrait avoir la même chose, réciprocité sur la partie professionnelle, qui est, pour le sportif, la blessure. Ça fait 4 ans que je m'entraîne pour les Jeux Olympiques. 3 mois avant l'épreuve, je me blesse. Quel est le rôle du coach à ce moment-là? La réciprocité que je mettrais, c'est, ça fait un moment que je travaille sur mon produit. Pour X ou Y raison, plutôt budgétaire ou autre, coupe franche. Et en fait, mon produit, il ne sort pas, on n'y va pas, etc. Comment on accompagne, en fait, c'est pas j'arrive pas parce que j'ai pas mis les moyens, c'est parce qu'il y a un événement extérieur qui vient impacter le sportif, l'équipe produit. Je dois répondre. C'est à toi, ça. C'est un peu. J'ai fait exprès de laisser la réciprocité pour laisser. Je voulais aller manger un. Non, en fait, je sais pas si il y a une solution, il y a une réponse à ça.
C'est personnel. Mais en gros, je vais revenir sur ce que je disais. Il faut avoir la capacité d'adaptation. Il faut se réadapter et se reprojeter. Pour l'anecdote, ce qui s'est passé pour les jeux, ce que vous venez de dire, ça, on est potes. Ça s'est passé pour les jeux. 15 jours avant les jeux, Sacha, il s'est pété les adducteurs. Il a eu un grade 2. Il est resté 16 jours avant les séries. La cérémonie, une semaine avant. Qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas? Tout le monde était en train de parler. Alors, tu vas défiler avec une jupe, parce qu'il y avait eu une polémique sur une jupe. En fait, il voulait avoir une jupe pour pouvoir faire un sarouel, sauf que le sponsor avait dit les filles la jupe, les garçons le costume. Et lui, il voulait prendre la jupe et faire un sarouel. Donc il a dit on est en 2024, pourquoi je mettrais pas des jupes? Bref, et tout le monde est en train de parler de ça, sauf que sur le terrain, il venait de se péter les adducteurs. Il restait 15 jours, 16 jours. Et un adducteur grade 2, c'est 18 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 4 ans qu'on parle des Jeux de 2024. On y va, on n'y va pas. Voilà. On était à ça, en train de parler de la situation. Et moi, j'étais obligé de me projeter un peu plus sur le fait qu'ils se disent on n'y va pas. Parce que la décision, c'est lui qui l'a. On a vu, il y avait une Formule 1 là. Je me projette beaucoup sur la Formule 1. Je prends beaucoup la Formule 1 donc en visualisation. Tous les coachs autour, moi je suis l'entraîneur principal, on va dire. Il y a le préparateur physique, préparateur mental, il y a la kiné, il y a l'agent, ainsi de suite. On est tous autour, on est une équipe, on construit la voiture. Mais derrière, il faut construire aussi le pilote. Si on construit pas le pilote, la voiture elle peut être la plus rapide. Si tu ne sais pas driver ton corps ou ta voiture, ça sert à rien. Donc là, à un moment, nous, on pouvait pas être sur le terrain. Mais on savait que ça, c'était fatal. Ok, l'objectif, médaille olympique, mon gars, il va falloir songer à autre chose. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vas essayer en te disant les règles du jeu elles sont comme ça. Toutes les 54 personnes qui sont inscrites sur le 110 mètres haies espèrent être champion olympique. Mais dans ces 54, dans la cuisine de chacun, on ne sait pas s'il y en a un qui revient de blessure, s'il y en a un qui est blessé, un qui bluffe, un qui est super en forme, on ne sait pas. C'est la loi du sport. Et en gros, on s'est dit on va faire avec les moyens du bord. L'objectif que j'avais, qui était d'être champion olympique à Paris devant tout le monde et faire la fête et marquer l'histoire, il se peut que non, on n'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va faire de la piscine, on va se faire de la réathlétisation, on va faire le dos rond. Tout le monde te demande est-ce que tu vas mettre la jupe? Alors que nous on était concentrés sur autre chose. Au défilé, tu fais le moins de bruit possible. Tu te fais le dos rond, tu te tais et on se donne rendez-vous aux séries. Et aux séries, il a fait sa première séance spécifique avec un gros strap caché là, et puis on a été. Et on a fermé la bouche. On n'a rien dit. Il a passé un tour, demi-finale, pas assez. Il termine 11e. Désillusion. Et là, pleure, tout ce qu'on peut. Il faut se reprojeter. Ok, là, qu'est-ce qui se passe? Dans 15 jours, il y a les chants, il y a le meeting de Lausanne. Il faut qu'on aille à Lausanne parce que l'année prochaine, il y a les championnats du monde en 2025. Lui, il était en 2024. Si moi, je me projette pas en 2025, on l'a perdu. Écoute, à cette compétition, tu vas peut-être montrer à ton ego, pas aux gens, parce que tu cours pour toi, que t'es passé à côté, mais que c'est comme ça. Et que tu vas essayer de te qualifier pour les championnats du monde. Si tu fais un bon chrono, tu vas pouvoir te rebondir. Hop, il a fait un bon chrono. Il est parti à Zurich, Rome, ainsi de suite. On s'est projeté. Et tout le monde a dit, les critiques, elles sont comme ça. Mais pourquoi il n'était pas bon en championnat pendant les Jeux Olympiques? Mais si tu dis aux gens, il a un adducteur pété, et en même temps, il y a la polémique de la jupe, il commence à préparer sa défaite. Ah non. C'est les règles du jeu. Les gens, tu peux pas contrôler ce qu'ils pensent. Mais j'aurais préféré qu'ils se fassent mal aux adducteurs peut-être après les jeux. Mais pas avant. Maintenant, c'était comme ça. Tu t'entraînes pendant des années et malheureusement, ça passe pas des fois. Mais il est jeune, il a la chance, il a cette chance-là de pouvoir espérer. Mais Paris 2024, chez toi, on savait que c'était mort. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas facile, hein. Mais t'es obligé de faire attention, de le protéger et de te projeter. Merci beaucoup. Il y a peut-être une autre question. On va pas prendre d'autres questions parce qu'on a déjà largement mangé le temps. Mais c'est bon. Par contre, si vous avez des questions, on peut se retrouver sur la table de dédicaces. Merci beaucoup encore à tous les 4. On s'est bien amusés et j'espère que ça vous a plu surtout. Chaud. Bon Product in Corp.